Voilà, ça y est. Ça marche. Voilà, on va aller faire un petit tour en vitesse. Et toi, ton train à 13h et quelques. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Où il est? Il est où? Oh là là. Ah, ça y est. C'est bon, ça y est, on peut y aller faire un tour. Voilà. On va essayer de voir. On y va, on va aller voir. Allez, il se remet sur là-dessus. Mais c'est pas vrai, ça. Pas possible, ça. Ouh, il est pénible. Allez. Ah, quand même. Ça va m'embêter. Voilà, voilà, c'est là. Voilà le fameux train. Ah. C'est là-bas. Ah oui. C'est le train qu'ils font tous les ans? Pardon? Bonjour. Bonjour. C'est le train qu'ils font tous les ans? Ah, l'ami. C'est pas tous les ans, c'est la première édition. Parce qu'il y a eu une année où il y avait un train qui venait, qui faisait toute la France. Ah, ben il y a des trains expo régulièrement. Oui, voilà. Et sur d'autres thématiques, il y a eu les présidentielles. Mais là, c'est petite enfance et parentalité. Ah, d'accord, ça c'est sympa alors. Voilà. Bon, ben on va faire la visite, après on vous fait un direct sur internet. Oh, C'est pas bon ça? On va parler de vous. Ah, c'est formidable. Ben, il nous faut quelqu'un qui va nous faire la visite, comme ça il va nous expliquer. Alors là, moi je suis un peu coincée ici. Oui, non, mais dedans, il y a plus quelqu'un? Non. Ah, c'est dommage. Monsieur Bonnel va arriver. Ouais, on va l'attendre un peu, il met pas longtemps. Non, mais il faut que je l'appelle. Oui, voilà, appelez-le. Donc vous êtes Bordeaux. Télévision Bordeaux 33. C'est FR3? Non, pas France 3, Télé Bordeaux 33. La télé locale de Bordeaux. Voilà, bonjour à ceux qui arrivent. On va vous faire visiter le train qui est en gare de Bordeaux. Et il va où après la prochaine? Demain, il part où? Il est encore là. Demain, oui, d'accord. Il y a M. Juppé qui vient demain en plus. 17h30. Et après il part à Tours. Tours, voilà. Après Angers. Angers, Brest. Brest, 2 jours à Saint-Malo. 2 jours à Saint-Malo. Caen. Caen, Et termine le train oui. à Paris. Ah, termine le train à Paris. Voilà, le jour, il y aura des manifestations au cours de la journée internationale des droits de l'enfant. Ah mais ça c'est bien. Bon, vous avez mis aussi les droits des femmes, non? Vous l'avez pas mis? Les droits des femmes. Ah Pour le mettre aussi. Les enfants, ils sont Non, je plaisante. Non, mais c'est bien, c'est bien. On Voilà. a mis le droit d'équité surtout. Ah oui, tout à fait. Accès interdit aux voyageurs. Ah bon. Mais ça, c'est pas nous, ça. Non, ça, je vois marqué là, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Ah, voilà, on est ici sur les quais, on est en direct. Après, on fera un périscope tout à l'heure. On le transmettra sur périscope aussi. Nous aussi, on a une web TV, nos conférences sont visibles par la web TV et on peut poser des questions en direct. Ah, mais ça, c'est bien ça. Voilà. Alors, venez, c'est jusqu'à. Petite enfance, parentalité. D'accord, super. Voilà, bon, mais ça, c'est génial. Bon, s'il peut venir, ça sera bien. Et après, un autre train, t'en as pas d'autres après? Deux trains, t'en as pas d'autres? Non, enfin si, j'en ai d'autres, mais putain, mais là, Ah ouais. Non, c'est pas ça, Rudy, c'est pas pour ça. Je t'appelle pas pour que tu me relèves. Je t'appelle parce que j'ai la télévision Bordeaux 33 qui est en direct sur les réseaux sociaux et qui, avec une caméra, voudrait faire la visite. D'accord. Voilà. Comme ça, il va pas nous expliquer. Impeccable. On va attendre. Oui. Et vous touchez quel public en fait? Ah ben tout le monde, sur Facebook, sur... Alors ce qu'il faut dire, c'est que le train, il est accessible à tout le monde, Oui. que c'est gratuit, Oui, qu'il faut s'inscrire avant, mais s'ils n'ont pas eu le temps de le faire chez eux, ils peuvent le faire à l'entrée. d'accord. Donc voilà, c'est de 10h à 20h aujourd'hui. On va attendre Madame Picard. Voilà, on va entendre le monsieur qui va arriver, il va nous expliquer un petit peu ce train qui est à Bordeaux jusqu'à demain soir 18h. Il repart demain soir 18h. Il y aura monsieur Juppé demain. On ne sait pas quelle heure il va. Alors là, on va voir quelqu'un qui va nous faire la visite du train. Voilà, c'est quand même sympathique. Voilà, on va visiter ce train. On pourra les visiter. Voilà, on pourra le visiter. Ah d'accord. À l'intérieur, en train de se dérouler. Bon, mais c'est bien. Ah oui, il y a des conférences qui sont... Et il y a un village à l'extérieur. Oui, j'ai vu ça, oui. On va aussi aller voir le village à l'extérieur. Voilà, on va essayer d'aller voir le village. Et s'il y a une brochure, ça sera sympa. Comme ça, on pourra mettre sur Facebook
les informations de ce train qui est en gare Bordeaux et qui repart demain soir à partir de 18h. C'est la fin de cette visite de ce train. Alors les Bordelais, ceux qui sont à Bordeaux, venez voir ce train. Bah, si vous êtes loin, prenez le train et arrêtez-vous en gare de Bordeaux. Vous allez voir ce train. Voilà, on est en train de vous expliquer un petit peu ce que c'est ce train. Et pour l'instant, on est en direct sur Periscope. On a eu un problème technique tout à l'heure avec le téléphone, ça ne pouvait pas marcher. Voilà, alors on a quelqu'un qui va arriver nous faire la visite de ce train. On est en gare Saint-Jean-de-Bordeaux. Voilà, nous sommes toujours en gare Saint-Jean-de-Bordeaux, en direct, pour votre grand plaisir. On va essayer de... Ah, nous, on attend une personne qui va nous faire visiter ce train à l'intérieur. Vous attendez la locomotive qui est branchée. C'est pour ça que vous attendez ce bruit derrière. Voilà. Merci à tous ceux qui arrivent sur ce direct pour vous montrer le train qui est en gare Saint-Jean-de-Bordeaux et qui repart demain soir. Demain, il y aura M. Juppé qui viendra inaugurer ce train. Voilà. Alors, je ne sais pas à quelle heure il vient, M. Juppé. Je ne sais pas si on pourra y être demain, parce que demain, on sera en direct sur Periscope avec, bien sûr... voilà, on a des gens qui arrivent, je ne sais pas qui c'est. Voilà, peut-être qu'ils vont pouvoir nous faire visiter ce train à la gare de Bordeaux. Voilà. Bonjour. Vous allez nous faire visiter le train, c'est vous qui nous faites visiter le train? Avec grand plaisir. Ah ben alors voilà, on va vous donner le micro. Je suis la présidente fondatrice et commissaire de l'exposition. Ah ben c'est génial. Voilà. Vous me cherchez, ben oui, je suis ravie de vous voir. Ben moi ça me fait plaisir parce que je vous fais un direct sur... Voilà, je vous donne la petite bête. Formidable. Alors on passe par où? On passe... Monsieur... Oui, bonjour. Voilà, j'ai pas emmené mes cartes et je repasse tout à l'heure vous en donner. Ouais. Comment? Oui. Oui, 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 oui. Mais on va rentrer à l'intérieur pour visiter le train. Je sais pas si on peut passer, voilà, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. Très 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 contente de vous accueillir tous les deux. Oh ouais, de bénévoles. Hein. Et là, oui, ça fait un moment qu'on est parti. Ça fait un moment qu'on est parti. On est à la moitié du trajet. Voilà, Didier qui a organisé tout l'événement dans chaque Oui, détail. D'accord, mais ça marche. Je vais suivre la dame, elle va me faire le commentaire du train. Ça c'est génial. Elle est mieux placée que moi, comme ça au moins elle va pouvoir nous expliquer ce qui se passe ici. Voilà, bonjour, nous sommes toujours en direct de la gare Saint-Jean-de-Bordeaux où nous allons vous faire visiter ce train qui est garé jusqu'à demain soir 18h. Voilà, merci à tous ceux qui arrivent. Voilà, ben, je vous suis, allez-y. Je vous laisse le micro. Alors, à tout à l'heure. Voilà. Oui, mais Françoise, elle fait une intervention à bord. Oui, je peux dire plus alors. Voilà, ben, ouais, je vous suis, allez-y. Voilà, on suit, nous suivons pour la visite de ce train avec une dame qui va nous faire... Quand ça tourne. Oui, ça tourne depuis tout à l'heure, ça tourne, c'est en direct. Hein. Ça tourne, il n'y a pas de problème. Ça tourne, nous sommes... Je vais rechercher. Voilà, alors là on va commencer à visiter le train et vous montrer un petit peu ce qui se passe en gare Saint-Jean-de-Bordeaux. Voilà, nous sommes toujours en direct. Alors, on va essayer de rentrer depuis le début, faire tous les wagons jusqu'à l'intérieur. Voilà. Voilà. On va essayer de remontrer. Ouais. Alors moi je
vous laisse parler. Alors c'est un premier train grâce à Train Expo Événement qui vient mettre en scène toutes les ressources à la Pointe du Progrès sur la petite enfance et le soutien à la parentalité. Une grande première en France puisque nous avons mobilisé plus de 20 000 parents et professionnels de la petite enfance qui viennent aux conférences à bord du train, mais aussi 110 000 personnes qui nous suivent en direct sur le site, les médias sociaux. Vraiment un très grand mouvement autour de la bienveillance éducative et de la petite enfance, du développement de l'enfant au quotidien et du soutien à la parentalité. On attend 30 000 visiteurs à bord du train dans 14 villes, 13 régions. Tout public vraiment au cœur des villes puisque le train vient à la rencontre de tous ces publics, les parents, les professionnels, les grands-parents et tous les proches qui accompagnent ces jeunes enfants. Il y a 500 000 professionnels en France et 2,4 millions de parents de très jeunes enfants. Ce sont des années fondamentales et nous y avons consacré un train qui fait la longueur de 2 TGV avec des ressources essentielles pour apprendre et partager des connaissances à la Pointe du Progrès sur 6 thématiques pour mieux accompagner le développement des jeunes enfants à la lumière de ce que nous disent les neurosciences, mais aussi les recherches en psychologie, en pédagogie. Vraiment parler au-delà des clivages et fédérer toutes ces ressources pour le développement du jeune enfant. Merci. Voilà, vous avez entendu la personne qui vient de nous expliquer ce que c'est. On va monter à bord du train pour vous montrer ces images. Voilà. Et c'est un premier train qui arrive à Bordeaux? C'est un premier train qui arrive à Bordeaux? C'est le premier train, oui bien sûr. Le train est resté en gare de Lyon à Paris pendant 2 jours, le 2 et le 3, puis il est parti à Lille, à Nancy, à Strasbourg, à Dole, Lyon, Marseille, Toulouse, et il arrive à Bordeaux pour une ouverture ce matin et jusqu'à demain soir. 18h. Et nous accueillons monsieur le maire Alain Juppé demain à 16h30. D'accord. Voilà, nous avons déjà rencontré madame Brigitte Collet qui est la mère adjointe chargée de la petite enfance ce matin. Super, c'est super. Donc voilà. on va avancer, c'est grand. Hein. Ah oui, en effet, il est très grand. Oui, en effet, il est très très grand, comme vous le dites. Voilà, on avance jusqu'à la voiture 1. Oui, d'accord. D'accord, et après on va rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 40% de parents Oui. et 60% de professionnels. D'accord. Qui viennent de Bordeaux, mais aussi de beaucoup d'autres villes, puisque des maires ont affrété des cars pour que les professionnels et les parents viennent découvrir ces connaissances dans le train. D'accord. Attention. Oui, là. Et donc ce train traîne des populations aussi autour de la ville de Bordeaux. D'accord. Et les parents, comment ils réagissent quand ils voient... Les parents, ils se sentent valorisés, et les professionnels aussi, et ils sont heureux de voir que la petite enfance, ils prennent vraiment conscience que ces années de vie, ces premières années de vie sont fondamentales pour le développement du futur citoyen. D'accord. Alors on va monter dans le train, on va mettre des surchaussures, oui. On se met dans les pas de l'enfant, oui, oui, et vous allez voir des corps aussi à la hauteur de l'enfant. D'accord. Voilà, nous arrivons, nous allons rentrer à l'intérieur. Il faut mettre des chaussons. Je ne sais pas si vous arrivez à les mettre. Mais moi je peux vous aider. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Voilà, merci. Ah oui, c'est très bien. Merci, c'est gentil. Super. Voilà, nous sommes à l'intérieur du train. Vous voyez, on montre un petit peu. La visite commence par ici. Voilà. Ah, mais ça c'est bien. Au moins, voilà, donc c'est la première voiture. On est accueillis en introduction de chaque voiture par une série qui s'appelle 10 mois. Une série franco-québécoise de petites vidéos de 2 minutes qui viennent décrypter tout le développement du jeune enfant de la naissance jusqu'à 6 ans. Voilà, et quasiment dès la conception. D'accord. Donc on arrive dans la voiture naître et tisser des liens, puisque ce sont les fondamentaux
pour aborder la vie avec confiance. On découvre des éléments qui concernent le projet d'enfant et l'épigénétique qui nous apportent des connaissances très importantes sur l'impact de ce que vit quotidiennement l'enfant dans son évolution future. Et là, je vous laisse entrer dans un espace tout à fait inédit, qui est l'espace in utero. Et là, on entend comme entend le fœtus. En effet, oui, oui. Ah, c'est joli, c'est bien fait. Hein. C'est magnifique. Voilà, et on se rend compte que finalement, il y a très peu de filtres avec la vie à l'extérieur. Tout à fait, oui. L'enfant entend tous les bruits extérieurs. Ouais, il est déjà très en lien avec son environnement quotidien. C'est pour ça que, par exemple, le stress est très néfaste dès la période in utero, puisque ce bébé à naître réagit en fonction des stimuli de l'extérieur. D'accord. On continue la visite. Et là, c'est la naissance. Pardon. Voilà, on découvre dans cette première voiture en même temps tous les potentiels du bébé et toutes les fragilités. Alors on passe devant une grande girafe qui vous fait un clin d'œil et qui nous amène vers des personnages qui comptent beaucoup dans le développement de l'enfant, des grands fondateurs, des pédagogues, des pédiatres qui nous ont aidés à décrypter ce développement. Donc cette première voiture, elle est dédiée vraiment au développement cérébral, développement du cerveau de l'enfant, pour comprendre en même temps tous les potentiels et les fragilités. Bonjour. Bonjour. Voilà, des éléments qui vont faire que l'enfant va bâtir une confiance en lui et une confiance en les autres et une confiance dans ce monde qui va le nourrir quotidiennement. On découvre comment voient les bébés, comment fonctionne son cerveau. On se met dans la peau de l'enfant à sa mesure. Dans cette deuxième voiture, on aborde la question du jeu et de la communication. Le jeu qui est un support d'apprentissage formidable pour apprendre le monde avec plaisir. On découvre la lecture et le langage chez le tout petit. Bien sûr, on peut parler au bébé dès la période avant la naissance et on va dialoguer avec cet enfant. On découvre des innovations au Québec pour développer les aptitudes sociales, le respect et l'empathie naturelle chez l'enfant. Et puis la musique qui vient aussi préparer au langage. Et on découvre que le développement de l'enfant, c'est un développement global qui se met en place. Que l'importance de la motricité, de se bouger et aller courir dehors et bien se nourrir et avoir des relations affectueuses et avec les autres fait un tout pour le développement de l'enfant. Dans cet espace, on découvre toutes les capacités de ce tout petit qui, dès la naissance, a déjà des propensions naturelles à interagir avec le monde qui l'entoure. L'enfant, disait un grand pédagogue italien, est un chercheur, il est un explorateur naturel. Il est créateur, rêveur à la fois, bâtisseur, ingénieur. Et ce sont les parents et les professionnels de l'enfance qui vont l'encourager dans ses découvertes du monde extérieur. Dans cette troisième voiture, on aborde la question de bien vivre le quotidien dans les temps forts, soit à la maison, chez l'assistant maternel ou à la crèche ou dans d'autres modes d'accueil. La question de la diversification alimentaire, de la qualité de ce qu'on apporte
à l'enfant chaque jour. Bonjour. Voilà, les Québécois appellent ça les saines habitudes de vie. Dans le deuxième espace de cette voiture, on s'intéresse à la question du soin, de la qualité de cette relation privilégiée avec le bébé et l'enfant. Ces moments intimes entre le parent, les professionnels et les enfants. Le jeu qui fait partie du quotidien de l'enfant. Jouer, c'est sérieux. On apprend, on prépare les futurs apprentissages grâce au jeu. Et puis la nécessité aussi de parfois s'isoler pour l'enfant et de vivre ses rêves. Dans la troisième partie de cette voiture, les émotions nous occupent beaucoup et nous disent à quel point c'est important de les reconnaître chez l'enfant pour mieux les accompagner. Et quand il n'a pas encore les mots, de pouvoir mettre des mots sur ses émotions pour qu'il les mette à son tour lui-même lorsqu'il vit des situations difficiles ou de grande joie. Voilà, on a écrit 8 petites histoires d'émotions pour faire comprendre que l'enfant a un cerveau très immature jusqu'à 5-6 ans et que il va recevoir ses émotions du quotidien sans filtre. C'est l'adulte qui va petit à petit accueillir et mettre des mots pour l'aider à mûrir, à faire mûrir son cerveau et bien l'accompagner dans la vie. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques pour évidemment être prêt à accueillir les premiers apprentissages à l'école. Et là, c'est l'espace du sommeil, ce sommeil qui mérite d'être accompagné avec des rituels apaisants, parce que le sommeil, c'est une séparation. Et aussi un message de dire que quand on est soi-même dans le bien-être, on peut le transmettre beaucoup plus facilement chez l'enfant. Voilà, des connaissances comme le petit train du sommeil, à quel moment le sommeil est lent, profond, paradoxal, et comment on peut bien accompagner l'enfant dans un sommeil réparateur, sans écran. On arrive dans la voiture 4, qui est une voiture très importante et qui porte un grand message. Plus on agit tôt et de façon qualitative, plus on est, plus c'est précieux sur la trajectoire des enfants. Par exemple, détecter les premiers signes de handicap, prévenir les accidents domestiques, la violence éducative ordinaire, car aujourd'hui, ce sont encore 2 enfants par jour, jusqu'à 2 enfants par jour en moyenne, qui meurent de maltraitance en France. Voilà, donc il y a des détections, des préventions, des vigilances à mettre en place et quotidiennement. Donc cette voiture s'appelle Agir tôt. Pardon. Voilà, et la prévention, c'est vraiment dans tous les instants du quotidien. Ici, on découvre la prévention des accidents domestiques, parce qu'aujourd'hui, il y a encore 2000 enfants qui sont victimes d'accidents tous les jours, malgré les campagnes de prévention. Donc on a des décors surdimensionnés pour se mettre dans les pas de l'enfant et mieux comprendre les risques du quotidien. Les prévenir, c'est évidemment beaucoup plus intéressant que de guérir. On traite aussi de la question de l'action physique des enfants qui est nécessaire. Par exemple, on marche beaucoup moins aujourd'hui qu'on ne marchait il y a 1 ou 2 générations. Et ça, c'est une bonne prévention contre l'obésité. Voilà, ici, on aborde la question de la communication positive. Par exemple, on va préférer dire à un enfant plutôt qu'arrête tes caprices, dis-moi ce qui ne va pas. C'est plus constructif. Tout à fait. Voilà, avec la communication non violente.
Là, on écoute des sons très forts qui nous font comprendre que le capital auditif, c'est comme le capital solaire. Ça s'économise. L'enfant hospitalisé, les clowns à l'hôpital qui viennent mettre beaucoup d'humanité dans cette relation à des moments parfois douloureux, les troubles du spectre autistique. Aujourd'hui, l'autisme touche un enfant sur 100 en France et on donne quelques pistes pour les professionnels et les parents pour détecter ces premiers signes, parce que plus on intervient tôt, plus c'est impactant et efficace sur la trajectoire de l'enfant. La question de l'enfant et du numérique, ça c'est une grande question de société à utiliser avec modération et en tout cas pas avant 3 ans. La qualité et la quantité comptent beaucoup. Et puis des questions que se posent parents et professionnels quotidiennement sur les troubles éventuellement du développement chez l'enfant. Beaucoup de prévention pour intervenir le plus tôt possible. Quelques phrases qu'on a pu entendre dans notre enfance et qui nous ont marqué toute notre vie. Et puis l'OCDE qui nous accompagne, ainsi que l'UNESCO, dans cette grande aventure de bien nourrir les premières années de vie. Pour mieux accompagner les enfants pour les prochaines générations. La voiture 5 qui est consacrée à la protection et aux droits de l'enfant. On arrive sur une place de village, la place des droits de l'enfant, qui a été dessinée par une classe d'enfants à Saint-Maurice, et qui vient mettre en scène 12 droits de l'enfant. Voilà, 12 droits fondamentaux, parce qu'à l'international, comme en France, il y a encore des droits qui ne sont pas respectés ou pas suffisamment respectés. Et dans cet espace officiel, c'est monsieur Jacques Toubon qui nous accueille, qui est défenseur des droits, ainsi que madame Geneviève Avenard, qui est la défenseur des enfants en France, et grâce à l'aide des jeunes ambassadeurs des droits qui nous rappellent au quotidien la nécessité de respecter les droits de l'enfant. La voiture 6 c'est la voiture de synthèse de l'exposition, c'est la dernière. Elle s'appelle Tout un village pour élever un enfant, parce que c'est toute une communauté qui vient apporter sa contribution au développement et à l'éducation du jeune enfant. Et là, on s'intéresse surtout à la qualité de l'accueil, quels que soient les modes d'accueil. Les mots qu'on place aussi, qui ont beaucoup d'importance sur cette qualité. Par exemple, utiliser le mot de garde est très passif. On va préférer dire qu'on s'occupe d'un enfant plutôt qu'on le garde. Voilà, on voit de belles images. On fait un tour du monde de l'accueil dans différents pays. Et on voit que la bienveillance éducative, elle est la preuve que on peut accompagner l'enfant avec beaucoup d'attention, de bonne vigilance et d'affection pour le nourrir dans sa vie future. On découvre le rôle des grands-parents. C'est 25 millions d'heures par semaine, les grands-parents. C'est le premier mode d'accueil en France. Et puis des ressources pour grandir en qualité, qui nous viennent beaucoup du Québec, mais aussi d'autres pays, pour grandir dans ces pratiques du quotidien, qu'on soit parent ou professionnel. On a rédigé une lettre qu'on souhaite remettre à notre président de la République en rentrant, avec des intentions, une vision d'avenir et sur un long terme pour la petite enfance, que les parents et les professionnels signent.
Et puis des ressources québécoises et françaises pour destiner aux professionnels et aux parents pour grandir dans leur pratique auprès des jeunes enfants. Voilà, on répond à des questions fondamentales. Par exemple, pourquoi le jeu est-il un puissant moteur d'exploration et d'expérimentation? Comment soutenir les saines habitudes de vie chez l'enfant? Comment les enfants se développent-ils à la lumière des récentes découvertes en neurosciences? Pôle emploi nous accompagne et vient de développer une application qui s'appelle Ma Cigogne, qui aide à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Pour l'emploi qui présente effectivement macigogne.fr à promouvoir. D'accord. L'interface, il y a une relation entre les demandeurs d'emploi qui cherchent un temps de garde pour leurs enfants, un temps d'accueil, effectivement, et les espaces d'accueil, les crèches, actes de garderie, espaces d'accueil, qui peuvent effectivement avoir des créneaux et optimiser les créneaux pour que les demandeurs d'emploi puissent faire leur démarche, un entretien d'embauche ou un rendez-vous pour une formation. Donc c'est macigogne.fr. Merci. Merci à vous, madame, c'est gentil. Voilà, et on termine la visite dans un espace qui s'appelle On ne va pas se quitter comme ça, puisque c'est quand même beaucoup trop dommage. Hein. On est invité à écrire sa plus forte émotion d'enfance, sa plus grande émotion d'enfance, celle qui souvent nous colle à la peau toute la vie. Et ici, on est invité à devenir une grande girafe. La girafe n'a pas de corde vocale, elle ne crie pas, et elle a cette haute vue qui permet de prendre du recul par rapport aux situations. Et sur cette fresque que l'on va déployer, qui fait 10 mètres, que l'on va déployer au retour, donc pour la Journée internationale des droits de l'enfant, on vient déposer des symboles d'un monde meilleur. Super. Super pour cette magnifique visite de ce train. Oui, pardon, allez-y. Je vais vous décorer de l'ordre de la girafe, hein, parce que c'est gentil. Quand même. Ah oui, d'accord. C'est sympa. Voilà, nous avons fait la visite de ce magnifique train qui est en gare de Bordeaux jusqu'à demain soir 18h. Voilà, et bien écoutez, c'est gentil à vous de nous avoir fait cette visite et de nous avoir présenté ce train. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, en direct sur Facebook, et on partagera ce petit direct parmi tous nos abonnés de Facebook qui le partageront, et puis voilà, on me met la girafe, voilà. Hein? Vous allez pouvoir vous filmer vous-même. Ah ben oui. Essayez, vous êtes girafe. Ah oui, voilà, je vais essayer de voir si ça peut marcher, si ça va sur l'autre. Voilà, on va essayer. Des fois ça marche, des fois ça marche Comme pas. disent les Québécois, vous faites un autoportrait. D'accord. Voilà, alors là c'est pas ça. Un égo-portrait, ils disent, un égo-portrait. D'accord. Un selfie, un égo-portrait. Ah ça y est, voilà, ça y est, j'y suis. Ah, je l'avais mis, je l'ai enlevé. On va le remettre. C'est bien. Quand ça va marcher, parce que des fois ça marche. C'est beau la technique. Voilà, alors voilà. Voilà, vous voyez un petit peu, je suis décoré de la girafe, voilà. Hein, je suis décoré de la C'est girafe. un ordre suprême. Hein. Ah, c'est un ordre suprême. Alors si on me dit que c'est un ordre suprême, alors on va revenir en arrière, voilà. Si ça va marcher, voilà, ça y est. Ben, écoutez, on a Merci fait à vous. cette visite. Merci à Vincent Le Poitvin de Oui. toute la dynamique de la SNCF Train Expo événement autour de l'exposition. Merci beaucoup, oui, c'est un train vraiment d'utilité publique, hein, Ouais. d'intérêt général. Ce train est long fait la longueur de 2 TGV, et on est très heureux d'accompagner à la SNCF l'association de Nathalie pour promouvoir toutes ces actions auprès de la petite enfance et notre rôle en tant qu'entreprise publique. D'accord. Nathalie, vous avez un site sur Internet pour parler de ce... Oui, il y a un site générique qui est www.eduensemble.org et puis un site dédié au train, www.train-petite-enfance-parentalité.org, où vous retrouvez en podcast toutes les 167 conférences à bord de ce train pendant toute la tournée et des informations importantes à partager entre parents et professionnels pour être bien cohérents autour de l'enfant. D'accord. Il y a peut-être une brochure qu'on peut récupérer, peut-être? Alors, hein? pas de papier, mais beaucoup de web. Ah ben, on ira Et voir. sur le site, beaucoup de ressources. On peut passer un petit coup d'œil à côté, oui. puisque à côté, on a les conférences
on a les conférences qui se déroulent. Ah d'accord, on va aller voir à côté alors. Merci, c'est gentil. Voilà, on descend du train et on va changer d'endroit. Alors il y a un peu de bruit. Hein. Alors, voilà. Ah, on est dans l'entre-deux là. Ah oui d'accord. Voilà. On est dans la préparation d'une conférence qui a lieu dans 10 minutes, donc les professionnels et les parents arrivent. Ah oui d'accord, on va les laisser puis on va écouter la conférence qui va se dérouler dans quelques petites minutes. Ça marche? Oui. Vous restez? Non. Bah, je vais voir quelle est là. D'accord, voilà. C'est une conférence sur l'apport des grands-parents dans l'éducation du jeune enfant. D'accord. Justement, pour faire le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. D'accord, donc il y a quelqu'un qui va prendre la parole. Voilà, pas tout de suite. D'accord. Combien de temps 10 minutes. D'accord, entendu, ça marche. Voilà, il y a la modératrice. Voilà, je peux débrouiller. Voilà, nous sommes toujours en direct. Voilà, nous avons la presse avec nous et Aurélia Rapp qui a été la personne en charge de l'association qui a organisé ces 167 conférences auprès des 20 000 inscrits aux conférences pendant toute la tournée du train. D'accord. Voilà, Aurélia qui est donc chargée de mission à l'association Centre d'éducation et d'éducation. Donc on attend les inscrits. Voilà. Dans 10 minutes. Voilà. D'accord, mais... Je vous laisse entre vous. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est pour moi cette, qui vous remercie. grande... Je passerai vous en donner une carte parce que je ne les ai pas emmenés. Je repasserai. Vous repasserez? Oui, oui. D'accord. Si jamais vous ne me voyez pas, donnez-la à l'accueil et on me la remettra. Ça marche. Merci beaucoup. Vous êtes, monsieur. votre nom c'est? Nathalie Vicarini. Ah bah, tiens, je vais chercher des cartes et je vais vous en Ça, amener voilà. une ici. Ça marche, comme ça je vous la remets. C'est gentil à vous. Merci. Voilà, merci. Moi, il faudrait que je les récupère aussi. Ah oui. Je sais pas où elles sont. Des cartes? Je vais chercher. Voilà, nous sommes toujours en direct dans ce train. La conférence de presse va commencer. Nous sommes dans la partie conférence de presse qui est toujours réservée à la presse. Voilà, pour l'instant, ça ne devrait pas tarder à commencer. En plus, ils sont en direct sur Internet. Alors ça, c'est marrant. Enfin, je me demande comment ils font pour être en direct sur Internet. Ouais, ils ont un sacré matériel. C'est sympa. Voilà, il faudra essayer de voir parce qu'il paraît qu'ils sont en direct sur Internet. Nous, on est en direct sur Facebook. Et eux sont en direct sur leur site grâce à ce système. Voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, il y a un sacré système qui permet d'être en direct. Voilà. Nous sommes toujours à Bordeaux, gare Saint-Jean. Pour les Bordelais, venez en direct voir ce train. Ça parle de la petite enfance. Il y a beaucoup de... Il y a, je crois, 6 ou 7 wagons que vous pouvez visiter dans ce train. Et ensuite, après, vous avez la conférence de presse qui se tient ici en direct dans ce train. Voilà, c'est assez sympa. Il y a énormément de gens qui viennent visiter ce train. Ça va repart demain soir à 18h. Monsieur Juppé sera demain à 16h, si vous voulez le voir éventuellement. Voilà. On va rester un petit moment dans ce train. Là. La conférence de presse va commencer. Je ne sais pas qui c'est qui prend la parole. On va essayer de micro avec, qu'on puisse bien entendre ce qu'elle dit. Bonjour à ceux qui arrivent et au revoir ceux qui partent. Bonjour à ceux qui arrivent. Vous n'êtes pas nombreux, ça vient, ça part, ça revient. Alors vous pourrez revoir cette vidéo si ça vous intéresse. Si vous êtes dans la famille, eh bien écoutez, regardez ces reportages, ça peut vous intéresser. Voilà. Ah d'accord. D'accord. Ça commence dans un petit moment. Pour l'instant, c'est pas encore commencé. Bonjour à ceux qui arrivent. On est toujours dans la partie du train, conférence de presse. Ensuite, on va aller à l'extérieur, prendre des images du site de l'extérieur. Ça devrait commencer dans 5-6 minutes à peu près, même pas. Je sais pas combien ça dure. Ça dure combien Comment la conférence est de combien? Non je crois que c'était 20 minutes. D'accord, bon, c'est tout pour ça. Comment on est en direct sur le côté? C'est la dame qui va parler? Oui. Ah, c'est la dame. Ah, voilà. Voilà.
J'ai pas pris le pied pour mettre le micro. Je ne dirais pas dire à Armel que j'ai pris soin de toi. C'est Jolika. Il a pensé à chaque détail de l'organisation. Sauf qu'il y avait malheureusement des gens qui avaient des handicaps. Venez visiter ce train qui est ouvert jusqu'à 18 h ce soir, dimanche. Et demain, lundi, il sera ouvert aussi jusqu'à 18 h. Je crois que c'est de 11 h à 18 h. Ou 10 h, ça même c'est plus tôt, je crois que c'est 10 h. À partir de 10 h, vous pouvez venir visiter ce train. Toutes les coulisses là. Ok. Non, non, c'est pas par hasard. On va démarrer. Vous voulez pas faire cette conférence en place? C'est un exemple vivant de Oui, grands-parents. c'est un exemple Reste là, vivant. reste là. Oui, mais vous savez que chaque fois qu'il y a un programme à la télévision qui ramène une personne, on me dit tu veux pas faire le sujet du 20 h Il y a sur beaucoup de sujets sur les grands-parents. les grands-parents? Quelle carte d'Aurélia? Elle n'a pas besoin de carte Aurélia. Je vais chercher des cartes Non, tout ça. Quand je vais ramener ma valise. Quand t'arrives, il y a ma couchette du bas. Nous sommes toujours dans le train réservé à la presse. Voilà, c'est le wagon réservé à la presse. Je reviens, Aurélia. D'accord. Mais attention parce que le passage conférence là-bas est Je m'en fermé. occupe. Bonne conférence. Très bonne conférence. Bon courage. Merci à vous. Relayez sur les médias sociaux. Hein. Voilà, si vous êtes contents, On va chercher le On va essayer de mettre le micro assez près si je peux. Je sais pas si je vais arriver. Mettre le micro près. On vous a parlé des microdons aussi? Non. Je suis là, on va parler des microdons. Bon, tu m'as branché, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Pour vous dire que le dispositif que vous allez visiter, représente un investissement global de 1 million d'euros. Ceci a été réalisable grâce à la générosité de 70 partenaires mécènes fondations. Comme vous avez pu le voir, on ne vend rien à bord. La seule chose que nous vendons sont les ouvrages des conférenciers qui sont vendus dans l'espace Cultura sur le quai. dont l'intégralité des profits sont reversés à notre association. Notre association est une association à but non lucratif, d'intérêt général. Nous allons, j'espère, assez rapidement passer au statut de fondation, parce qu'on a besoin de vous. Et donc, on a mis en place un système de micro-dons que vous pouvez faire par votre téléphone. En 3 clics, vous tapez le 9 29 29, vous envoyez le message don, et on va vous demander un code, et ce code sera tout simplement EDU, E-D-U. Et votre facture de téléphone sera débitée d'un montant de 5 € qui seront intégralement versés au profit de notre association. Voilà, c'est relativement simple et ça nous aide énormément car par rapport à ce dispositif que vous visitez gratuitement, il nous manque encore la modique somme de 150 000 €. C'est le trésorier de l'association qui vous parle. Et même à titre privé, même en faisant beaucoup d'efforts, je n'ai pas 150 000 € en poche comme ça pour donner satisfaction. Mais ça n'est pas grave. On est très confiants, on a dépassé le cap depuis longtemps des 10 000 visiteurs. On pense arriver à Paris avec un peu plus de 30 000 visiteurs. Et on vous invite également dans la voiture 6 à signer la lettre dans laquelle on réclame la création d'un ministère de la petite enfance et de la famille. Car vous savez que dans le cadre de ce nouveau gouvernement, nous n'avons pas de ministre de référence, le dépendant de Madame Marlène Schiappa, sans commentaire. Je peux présenter Madame Tête. Merci beaucoup Didier. Oui. Merci, c'est gentil. Alors comme vous l'a dit notre cher trésorier, voilà, nous avons tenu à avoir cette gratuité pour que cette exposition, que toutes les conférences soient accessibles à tous, que toutes les ressources soient vraiment disponibles en replay comme ici physiquement dans chaque étape. L'idée, voilà, c'est pour pérenniser justement nos actions. N'hésitez pas à faire des micro-dons via le système de SMS.
sachant qu'il fonctionne principalement avec tous les opérateurs, sauf Free. Voilà. Alors je vais introduire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Gisèle Gisard, qui est présidente fondatrice de l'association de l'école des grands-parents européens, donc le GPE à Bordeaux Gironde. Alors vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et 6 petits-enfants. Vous avez tout au long de votre carrière suivi différentes formations, dont l'approche systémique et relations intrafamiliales. Vous allez nous expliquer un petit peu cela, et j'imagine que ça a un lien aussi avec votre activité actuelle au sein de l'EGPE. Vous avez eu une carrière de cadre d'action sociale au sein de la CAF Gironde. Vous avez été directrice d'un centre d'insertion sociale et professionnelle pour un public de familles monoparentales, dont 10 ans en tant que référente des politiques d'appui à la parentalité. Vous avez tenu donc à créer l'école des grands-parents ici en Gironde comme continuité de votre carrière professionnelle et pour justement peut-être militer être actif sur une autre population, sur un autre type de population. Tout à fait. Je vous remercie pour cette présentation qui était assez complète. Voilà, donc je vais peut-être, alors je ne sais pas, je ne vais peut-être pas parler de l'approche systémique parce que c'est une approche psychanalytique de la famille. Bon, l'approche systémique tient davantage compte du contexte socio-économico-culturel. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet. Le sujet qui m'a été demandé, c'est à quoi ça sert à quoi les grands-parents. Et la fondatrice de l'EGPE à Paris, puisque l'EGPE a été fondé à Paris en 1994, en boutade répond « ça sert à aimer les petits ». Ça c'est une première réponse un peu rapide, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais avant de répondre à cette question, on va peut-être commencer par explorer un petit peu ce que sont les grands-parents aujourd'hui. C'est vrai que lorsque nous étions enfants, nous avions une image un petit peu particulière des grands-parents, un peu vieillotte aujourd'hui sans doute. Et donc voilà, je crois qu'on a besoin d'abord de se poser cette question. Parce que d'une part, les conditions de vie professionnelle, les nouvelles données de la vie familiale et sociale, l'allongement considérable de l'espérance de vie ont permis l'émergence d'une génération intermédiaire, nombreuse, une génération active, en quête d'identité, celle des grands-parents. Il y a en France aujourd'hui 15 millions de grands-parents, un petit peu moins de 9 millions de grands-mères, et un petit peu plus de 6 millions de grands-pères. Dans le même temps, la référence de la famille traditionnelle a explosé comme absolu de vie, laissant place à une variété de modèles. Ce n'est pas à une destruction de la famille que l'on assiste, mais à une évolution avec l'éclosion de situations et d'états de vie différents, et une multiplication des formes de famille dont les grands-parents sont participants. Il n'est pas rare que 4 générations se côtoient aujourd'hui, et celle des grands-parents est la génération pivot entre les enfants, petits-enfants et leurs propres parents qui sont toujours en vie. Les grands-parents d'aujourd'hui ne se reconnaissent donc guère dans les modèles du passé. On n'est plus sur la grand-mère tricot-confiture. D'ailleurs, bon voilà, je me casse la jambe parce que je fais du vélo et que voilà. Bon. C'est pas sans risque non plus. Et donc ces grands-parents pensent ne plus avoir beaucoup de points communs avec leurs propres grands-parents. On peut mettre en avant 2 facteurs d'évolution décisifs dans ces 30-40 dernières années. La place et la fonction des grands-parents. Autrefois, leur place s'imposait par tradition comme détenteur de l'autorité familiale. Aujourd'hui, dans une société et maintenant une famille qui repose sur les liens d'égalité entre ses membres, ils se situent dans une attitude d'accueil, d'écoute, de disponibilité aux besoins et aux attentes de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Deuxième facteur, la santé et l'espérance de vie des seniors. Bon, ça c'est un secret pour personne.
qui leur permet de se projeter dans l'avenir et de s'adapter avec souplesse. Il faut savoir que dans les années 60, on prenait sa retraite à 65 ans et qu'on vivait jusqu'à 67-68. Aujourd'hui, on a presque 20 ans, on a gagné 20 ans. Donc ils ont bénéficié du plein emploi, hein. Nous sommes les baby boomers, parfois nos enfants nous disent qu'on a été très très privilégiés, c'est vrai, certainement. On a bénéficié des progrès de la médecine, de l'évolution du statut de la femme, et on dispose, si on est en couple, de revenus globalement plus substantiels que les générations précédentes. Donc ces grands-parents ont bénéficié des apports de la vulgarisation de la psychologie et pensent pouvoir créer des liens de tendresse et de complicité avec leurs petits-enfants durant de nombreuses années. Pour autant, les grands-parents d'aujourd'hui, qui pour la plupart donc sont issus du baby-boom, je viens de le dire, de l'après-guerre, vivent cette période charnière du basculement social dans la catégorie des vieux. Et j'ai un ami qui me dit, nous faisons partie des vieillards, et je lui dis, quand j'aurai 80 ans, peut-être que je consentirai, mais je ne me sens pas encore vieillard. Voilà. En dehors de cela, on fait face au nid-vite, hein, nos enfants sont partis, on arrête notre activité professionnelle, et il y a nécessité pour nous d'actualiser l'image que nous avons de nous-mêmes et de restructurer aussi notre temps libéré. Il y a des seniors, hein, je parle des seniors aussi en général, mais des grands-parents qui sont un petit peu, et les seniors qui n'ont pas de petits-enfants encore, peuvent se trouver complètement perdus devant cette vacuité de temps disponible. Et certains vont vivre ce passage de façon positive et prendre un coup de gel. C'est vrai que moi, quand de vieille travailleuse, j'ai envie de dire, je suis passée à jeune retraitée. Finalement, voilà. Maintenant, j'ai pris quelques années. D'autres, par contre, vont refuser cette réalité et se replier sur eux-mêmes. Reste que les grands-parents ne peuvent le devenir aujourd'hui que par la volonté de leurs enfants. Tout d'abord, et cela bien sûr, depuis toujours, on ne décide pas de devenir grands-parents. Nous n'y sommes pour rien, évidemment. Tellement pour rien que l'on peut être grands-parents sans le savoir. Nos enfants décident de faire un enfant, pas de nous mettre dans la situation de grands-parents. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les grands-parents ne peuvent jouer leur rôle que s'ils y sont autorisés, sans rivalité, sans compétition, notamment avec les autres grands-parents. C'est une histoire. Et parfois, il arrive que certains parents n'aient pris de relation avec leurs petits-enfants. Alors, je vais aborder quand même rapidement cette question juridique parce que je crois qu'elle est importante. En 1970, en même temps que le Code civil faisait disparaître le chef de famille, le mari comme chef de famille, il a introduit les grands-parents dans la possibilité d'entretenir des relations avec leurs petits-enfants, même en cas d'opposition de leurs enfants et gendres ou belles-filles devenus parents. Au départ, ce droit était principalement celui des grands-parents et non des petits-enfants. Et il était tiré du respect dû aux ascendants. On n'avait pas complètement oublié la structure hiérarchique de la famille. Mais aujourd'hui, il n'en est plus de même, puisque les grands-parents n'ont aucun droit. Il y a un nouvel article qui est paru en 2002, relooké en 2007, qui dit ceci. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et pas l'inverse. Seul l'intérêt d'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt d'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités de relation entre l'enfant et un tiers, parent ou non. C'est-à-dire que même le terme de grands-parents a disparu du Code civil. Voilà. Donc c'est quand même un problème pour certains grands-parents. Alors, ce que recouvre ce droit, c'est le droit de visite, bien sûr, le droit d'hébergement et un droit de correspondance par téléphone, écrit postal, colis, internet, etc. Donc, et ça, c'est à la décision à ce moment-là du juge, parce qu'il faut quand même faire une action en justice pour obtenir ce droit et même prendre un avocat. Donc aujourd'hui,
S'affirmer grand-parent est à la fois un choix de vie, on va le voir tout à l'heure de façon plus précise, mais c'est aussi une conquête permanente. Ils doivent trouver leur juste place et respecter la bonne distance sans être ni indifférents ni envahissants, en jouant le rôle qu'attendent leurs enfants et petits-enfants. Et là, ce n'est pas le même rôle dans toutes les familles. Chaque famille a sa culture, a sa façon d'envisager les relations familiales. Et il y a des familles où les liens sont très forts et les grands-parents très présents, et d'autres où la distance est plus marquée. Le nom pris par ses grands-parents, qu'ils le choisissent eux-mêmes ou le laissent au choix de leurs enfants ou petits-enfants, dit aussi quelque chose de la culture, des coutumes de chaque famille, mais peut-être aussi de la place que l'on veut occuper. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question. Donc, à quoi ça sert les grands-parents? C'est-à-dire qu'il faut se poser la question du rôle, de la fonction des grands-parents aujourd'hui et pour quelle transmission. Quel rôle? Alors, le rôle, c'est tout ce qui est de l'ordre pratico-pratique. Voilà. Donc, le premier rôle des grands-parents, c'est la garde des petits-enfants. Ça n'échappe à personne. Et ça, c'est un rôle, c'est un service, un énorme service, vous allez voir, qu'on rend à nos enfants. Ils deviennent grands-parents en moyenne à 54 et 56 ans, donc 54 ans pour les grands-mères, 56 pour les grands-pères. Ils sont en parfaite forme physique et ils peuvent donc assumer cette fonction. Selon une étude européenne qui date de 2013, 7% en France, 7% des grands-parents gardent leurs petits-enfants quotidiennement. C'est énorme. C'est seulement 2% en Suède. Par contre, vous allez voir que dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus, puisqu'en Italie, c'est 22% et en Espagne, 17%. Par contre, 50% à peu près les gardent de façon occasionnelle. Les occasions reviennent souvent, surtout avec les vacances scolaires qui se répètent. Alors soit en cas de maladie, bien sûr, de fermeture de crèche, de sortie des parents, parce que ça existe, de grève, oui, me souffle-t-on, et bien sûr, durant les vacances scolaires. En France, le temps hebdomadaire total passé par les grands-parents à garder leurs petits-enfants est équivalent à celui de l'ensemble des assistantes maternelles à l'échelle nationale. Donc 23 millions d'heures de garde d'enfants par semaine, autant que les assistantes maternelles. Voilà. Pourtant, certains, comme on l'a vu tout à l'heure, sont empêchés, soit par l'éloignement géographique de leurs enfants à l'autre bout du monde, voire à l'autre bout de la France, soit à l'autre bout du monde. Les grands-parents ont alors inventé d'autres modes de relation, téléphone, Skype, etc. J'ai une amie, par exemple, qui lit très régulièrement des histoires sur Skype à ses petits-enfants, presque tous les soirs. Elle leur raconte l'histoire qu'elle ne peut pas leur raconter physiquement. Ce qui permet de maintenir et de créer du lien entre deux voyages. Et pour les moins fortunés, les voyages représentent une lourde charge et un empêchement parfois. Cette distance involontaire est souvent mal vécue par les grands-parents. Mais à l'opposé, aujourd'hui, alors là je parle de gens qui ont 10 ans de moins que moi, la nouvelle génération de grands-parents, plus actifs, voire pluriactifs, a peu de temps à consacrer à ses petits-enfants. Elle poursuit souvent une activité professionnelle, cumule avec d'autres engagements, s'occupe de ses parents âgés et a parfois encore des enfants chez elle. Elle a plus de loisirs, elle sort, elle voyage, elle fait du sport. Ainsi, petite information, la pratique sportive des plus de 60 ans a été multipliée par 7 en 15 ans. Soigne sa ligne et donc se trouve en parfaite santé. Et quand ils se retrouvent à la retraite, ils tournent une nouvelle page de leur vie dont ils veulent profiter pleinement. Plus que jamais, ils veulent préserver leur vie professionnelle, leur vie personnelle, qu'ils organisent parfois loin, comme les grands-parents qui partent au Portugal par exemple, ou hors de leurs enfants et petits-enfants par un remplissage maximum de leur agenda avec des activités qu'ils font pour eux-mêmes. Cette distance est là très souvent mal vécue par leurs enfants. Les grands-parents ont également un rôle important lors de séparation, d'éclatement des couples de leurs enfants et des recompositions familiales qui en découlent. Chaque membre du couple se tourne alors vers sa famille d'origine
pour dépannage en termes de garde, d'hébergement temporaire, etc. Une nouvelle proximité se crée autour du parent avec ses enfants. Et ce que l'on constate, c'est qu'à ce moment-là, la mère se replie vers sa famille et que la famille du père et les grands-parents paternels sont souvent un peu lésés, voire beaucoup quelquefois. Les grands-parents jouent également un rôle important dans les transmissions financières. Le service de garde n'est pas négligeable en termes de bénéfices financiers pour les parents qui n'ont pas cette dépense à assumer. Les grands-parents également sont très présents dans des transmissions financières, donc pour aider leurs enfants dans un petit pépin dans la vie, pour financer les vacances ou les études des petits-enfants. Ils peuvent même aujourd'hui faire des donations, cela encadré bien sûr par la loi en préservant les droits des enfants. Enfin, les grands-parents, c'est pas un secret de le dire, sont très, très tôt repérés par leurs petits-enfants pour les cadeaux qu'ils reçoivent d'eux. Et ce n'est pas toujours sans difficulté lorsqu'un couple de grands-parents a moins de moyens que l'autre, davantage de petits-enfants que l'autre, ou simplement ne souhaite pas acheter ses petits-enfants. J'ai mis entre guillemets, mais ça peut exister. Éducateurs en appui des parents, les grands-parents sont avant tout des amuseurs. Dans leur grande majorité, ils pratiquent des activités variées avec leurs petits-enfants. Ça va de la lecture aux jeux de société, aux jeux de plein air, enfin bon, je vous passe les détails. Activités communes principalement partagées durant les périodes de vacances scolaires. Ils contribuent également à initier leurs petits-enfants à la découverte et au respect de la nature, par exemple, de la citoyenneté, du respect des autres. Ces temps partagés contribuent à tisser des liens forts, des souvenirs. Et là, n'est-on pas déjà dans la fonction, c'est-à-dire dans ce qui fait symbole. Confidents privilégiés, les 8-10 ans en particulier, ils aimaient aller chez leurs grands-parents parce qu'avec eux, on peut parler. Ils ont le temps. Des résultats scolaires, mais aussi de ses émotions, sentiments, angoisses, de ses petits secrets et des questions qu'on se pose. Les grands-parents prennent le temps de l'écoute en faisant fi de la moralité et des bons principes. Là encore, ne flirte-t-on pas avec la fonction. Alors, quelle fonction? Et alors là, la fonction, c'est quelque chose qui existe même si on n'a pas beaucoup de relations. Enfin, les relations aident à créer la fonction aussi, mais elle existe en tant que telle. Les grands-parents sont avant tout passeurs de la mémoire familiale. Ils sont à la croisée des liens intergénérationnels, au carrefour de deux lignées. Raconter l'histoire familiale aux petits-enfants, c'est leur rendre compte de ceux qui les ont précédés. Les grands-parents ont une position privilégiée pour dire la succession des générations et le croisement des lignées grâce à la distance liée à leur âge. Distance du temps et de l'expérience qui autorise de témoigner du passé familial. Ils contribuent à la structuration de l'enfant, lui apportant des racines, une inscription dans la continuité, un futur qui s'appuie sur le passé, des valeurs familiales qui le construisent. Ainsi, un grand-père ami a remis lors du dernier Noël un arbre généalogique à l'ensemble de ses petits-enfants. Ils sont également sollicités par les petits-enfants pour raconter la vie d'autrefois. Alors là, j'ai une petite anecdote. Nous avons amené 5 de nos petits-enfants l'année dernière visiter les hommes préhistoriques pendant les vacances de la Toussaint. Et on a eu des questions assez drôles. Donc, par exemple, dit bonne maman, tu les as connus, toi, lorsque tu étais enfant, les hommes préhistoriques. Autre question là d'un petit-fils, est-ce que nous avons des ancêtres préhistoriques? Et oui, voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Ça leur permet vraiment de se situer dans le temps personnel de l'histoire familiale, mais également dans l'histoire, dans la grande histoire. Et par exemple, ils aiment aussi qu'on leur raconte les guerres. En ce moment, avec les commémorations de 14-18, ils savent qu'on en parle beaucoup. Et ils aiment beaucoup qu'on leur raconte. Et on a tous dans nos familles des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont fait les guerres. Tu vois. Le vécu des grands-parents sur un long temps témoigne aussi de la différence entre les stades de vie. Toujours vivants, ils garantissent une possible pérennité de l'existence à leurs petits-enfants. Quand ils voient qu'on a déjà 70 ans, ils disent bon, voilà, j'ai vraiment du temps devant moi.
Ils représentent ceux qui sont à mourir et de nombreuses questions leur sont posées à ce sujet. Alors j'ai une petite fille qui, vers 5-6 ans, lorsque nous allions acheter le pain avec ses cousins et frères, me posait tous les jours la même question. Dis donc, qui c'est qui va mourir en premier dans notre famille? Alors, je décrivais, alors des plus âgés, et des grands-oncles, grands-tantes, etc., parce qu'il fallait passer tout le monde en revue de notre côté et du côté de sa maman. Et donc, je lui racontais qui mourrait en principe en premier, tout en lui disant, mais tu sais, malheureusement, on peut aussi avoir des accidents et on peut mourir plus jeune que ça. Voilà. Mais je crois que c'est important qu'ils puissent en parler avec nous. Ils n'en parlent pas avec leurs parents. Toujours là, les grands-parents, mais aussi les arrière-grands-parents, ou les arrière-grands-tantes et grands-oncles, donnent du sens à la vie. Ils ont connu les morts, ils viennent du passé et vont vers l'au-delà. C'est certainement la fonction fondamentale des grands-parents que d'introduire l'enfant au mystère de l'humanité, qui interroge sur la vie, sur la mort, sur les origines, quelle que soit la façon, religieuse ou non, de répondre à ces questions. Enfin, c'est la plupart du temps aux grands-parents qu'il revient de maintenir et développer les contacts à l'intérieur de la famille, entre frères et sœurs, entre cousins. Ainsi, la garde collective des petits-enfants, que nous pratiquons beaucoup, renforce l'esprit de famille. Ils ont tous, et les grands-parents ont aussi à favoriser les liens avec les belles familles, de façon à faciliter une instruction harmonieuse de l'enfant entre les deux lignées. Ça nous semble plus important. Et alors, quand les modes de vie d'aujourd'hui viennent brouiller la transmission? Alors il y a d'abord les grands-parents qui vivent leur époque, c'est-à-dire que il y a peu de temps encore, les grands-parents divorçaient très peu. Leur nombre a doublé en 10 ans et a été multiplié par 9 en 40 ans. C'est ainsi qu'en 2014, 14 000 couples de grands-parents se séparaient. Ils sont également plus nombreux qu'autrefois à se remarier après un veuvage ou un divorce. Là encore, on assiste à des recompositions familiales avec parfois 8 grands-parents. Alors, bon, je le dis parce que c'est ce qu'on trouve souvent dans un certain nombre d'articles et d'écrits. Pour moi, il n'y a que 4 grands-parents. Voilà. Mais ça brouille la vision que peuvent avoir les enfants de leurs origines, de l'origine de leur famille. Ça peut brouiller son accès à la généalogie. Donc il faut être présent, vigilant pour expliquer que celui que tu appelles papy en tête, c'est pas ton papy, c'est pas ton vrai papy. Voilà. Donc ça peut être un facteur d'éloignement. Alors ces séparations peuvent être aussi un facteur d'éloignement des petits-enfants parce que les grands-parents ont à ce moment-là d'autres préoccupations. Ils refont un couple, ils retrouvent une autre vie, ils élargissent effectivement leur contexte familial et c'est peut-être plus particulièrement marqué chez les grands-pères. Par contre, conscients de ce risque, certains de mes amis organisent la vie, par exemple en vivant Noël, chacun avec les membres de leur première famille, gardant la maison familiale s'ils en ont les moyens, par exemple. Enfin, il y a les unions internationales qui impactent aujourd'hui de nombreux grands-parents. C'était encore assez rare il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, c'est extrêmement présent. Ainsi, en 2012, 1 million de bébés Erasmus, Erasmus c'est une organisation qui permet à des étudiants français d'aller à l'étranger et inversement. Donc, en 2012, 1 million de bébés Erasmus étaient nés en 25 ans. Et quand je parle d'Erasmus, c'est uniquement l'Europe. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un contexte mondial. Donc, les grands-parents sont confrontés à des situations interculturelles parfois complexes, petits-enfants issus de mariages binationaux, bilingues, biculturels, éducation de petits-enfants élevés à l'étranger, adoption internationale. Autour de l'enfant vont se jouer les influences de 2 cultures, de 2 positionnements relationnels différents, chaque famille tentant de se perpétuer en lui. Le grand-parent, sans l'avoir choisi, a à faire l'expérience de l'étranger dans son petit enfant, à l'accepter, à en découvrir toutes les richesses. Mais il peut s'en agacer. Je pense à mon beau-père qui
lorsque mes neveux franco-suédois revenaient après un mois passé en Suède pour bien apprendre la langue, puisqu'ils vivaient autrement en France, ne comprenaient pas que ces petits-enfants ne retrouvent pas la langue française immédiatement. Il leur fallait 3 ou 4 jours. Et c'est vrai que pour certains, ça peut être difficile. Ils peuvent se décourager, voire échouer dans cette entreprise difficile et se mettre trop à distance. Voilà, donc il s'agit moins de savoir à quoi servent les grands-parents, quel est leur rôle, quelle est leur utilité, que de savoir ce qu'ils représentent pour leurs petits-enfants et ce qui restera peut-être dans leur mémoire. Donc, pour récapituler ce que je viens de vous dire, c'est principalement l'enracinement dans une lignée, une histoire familiale racontée, la transmission d'un patrimoine et d'une culture, l'inscription dans le temps et la durée, et le sens de l'existence. Je vous remercie. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, voilà, on va y répondre. Marie-Aude est avec moi pour ça. Alors notre association, elle a une plaquette dans laquelle on vous explique. Nous avons une plaquette que nous, chaque année, nous rééditons parce que là-dedans, vous avez on propose des mini-conférences de réflexion, un groupe de parole où se retrouvent toujours les mêmes personnes avec une conseillère familiale. Sur quand on a quelques soucis, qu'on puisse exposer, qu'on puisse en parler. Donc voilà, donc ça c'est un groupe de parole plus restreint. Et puis nous avons aussi un petit peu de culturel, on va au cinéma, et après on discute un peu, donc on essaie de trouver des films qui conviennent. Voilà. Et aussi quelques expositions quand on en trouve, qui pourraient être intéressantes. Et puis on a aussi un téléphone d'écoute sur lequel vous pouvez nous appeler pour un problème et après on peut vous orienter vers des médiateurs familiaux. Voilà. Donc en gros c'est à peu près ce que... Donc, voilà, les conférences, ce que je dis c'est les réflexions échanges. On en fait une par mois de conférences. Voilà, alors si vous avez des questions, on peut y répondre. D'abord. Voilà. Merci. Voilà. Ceux qui sont intéressés, moi je leur donne volontiers. Alors il y a au milieu de cette plaquette, il y a une autre conférence qui va être donnée mardi 14 novembre sur la place aussi des grands-parents dans la famille d'aujourd'hui, entre présence et distance. C'est à l'auditorium de la bibliothèque Mériadec et c'est avec Madame Gisard et le docteur Dugravier qui est un pédiatre. Voilà, et c'est dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Ah, voilà. De la petite enfance et de la parentalité. Alors, dans le cadre de la quinzaine de la petite enfance et de la parentalité. Voilà, donc, nous, notre association est quand même présente toujours finalement quand il s'agit des enfants. On est un peu à la fin de la chaîne, mais on fait partie quand même de la chaîne. Et donc voilà, donc là je dois faire. Est-ce que vous avez des questions ou... Ma situation fait que je la vis au quotidien et par rapport au fait de dire à un papy suite à un remariage ou à une amie, c'est pas ton vrai papy, c'est ton fils. Du coup, moi ça me choque un peu d'avoir ce discours-là et je voudrais comprendre en fait d'où ça vient à un moment donné. Quand les enfants ils sont à même de comprendre que effectivement il y avait une autre personne à la base mais que cette personne-là elle prend une place importante. Et si j'avais ce discours-là vis-à-vis de mon fils ou de mon beau-père, du mari de ma mère, du coup je ferais du mal aux deux. Et donc je pense que j'aimerais bien que vous expliquiez pourquoi à un moment donné on peut avoir ces paroles-là. Alors, c'est pas du tout de l'ostracisme par rapport à ce papier-là. C'est simplement que je crois que les enfants ont vraiment besoin
de savoir d'où ils viennent pour aller plus loin. Et donc, on est de 2 parents et de 4 grands-parents. Voilà. Ça ne veut pas dire que les liens affectifs, et les liens affectifs peuvent être parfois plus forts avec le nouveau compagnon de la grand-mère. C'est bien pour ça. Je ne remets pas du tout ça en question, mais je crois que ça serait, enfin pour moi, après je crois que moi j'adouais qu'on puisse ne pas avoir la même vision des choses, mais pour moi ça serait un petit peu un déni de réalité que de dire c'est ton vrai papy. On ne peut pas dire c'est ton vrai papy. Et si vous voulez, je crois que il y a des moments où certains enfants peuvent être oui, un peu perdu. Hein. Alors, tout dépend de l'âge de l'enfant aussi, hein, bien sûr. Si c'est un enfant un peu grand, c'est sûrement plus facile à expliquer. Quand c'est un petit enfant, c'est compliqué. Voilà. Mais je sais pas, c'est ma vision des choses, et c'est ma vision en tant que grand-mère. Hein, je ne suis pas là en tant que mère. Donc voilà. Et il n'y a pas du tout d'ostracisme, c'est très bien. Je critique pas critique pas ces situations-là hein, du tout. Mais je crois que on a deux parents et 4 grands-parents. Hein. On n'en a pas plus génétiquement, voilà, historiquement. Génétiquement, oui, mais dans le cœur, on a. Mais absolument, non mais absolument. C'est un point de vue généalogique, si vous voulez. Voilà. C'est un point de vue généalogique. Je faisais référence là, c'était dans le cadre aussi de la façon dont les enfants se situent par rapport à leur histoire familiale. C'est pas du tout par rapport après un contexte qui peut évoluer, bien entendu. Hein. Et les recompositions familiales, il y a aussi des beaux-pères qui s'occupent beaucoup mieux des enfants que le père, que le géniteur. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais enfin, en tout cas, c'est ma... Voilà. Bon, pour vous donner un petit exemple, il y avait une chose que je ne comprenais pas. J'ai une belle-fille qui me disait, oui, mon frère Mathieu... Je lui dis, mais qui c'est ton frère Mathieu? Moi, je connais que 2 frères. Je ne connais pas Mathieu, mais qui c'est Mathieu? En fait, Mathieu, c'était le fils de sa belle-mère, parce que son père s'était remarié. Mais alors je lui dis, mais c'est pas ton frère. Elle me dit, oui, mais je le considère comme mon frère. Oui, bien sûr, mais c'est quelque part, enfin, justement, sur une approche systémique, il peut y avoir brouillage chez les ascendants, hein, avec des choses comme ça. Mais bon, après, maintenant, elle me dit que c'est son frère, je remets dans la question. Mais sur le moment, je comprenais pas. Elle aurait pu me dire, oui, à la limite, bon, elle m'aurait dit mon frère, bon, je sais pas. Mais mon frère, ça m'étonnait, voilà. C'est des choses comme ça. Et elle l'a connu petit, très petit. Et elle était très petite quand elle... Voilà, c'est aussi pour ça qu'elle l'appelle son frère. Mais c'est pas son frère. Voilà. C'est vraiment un point de vue, il y a effectivement le point de vue affectif qui est très important, mais il y a le point de vue aussi de ascendance, descendance, voilà, de généalogique, si vous voulez. Voilà, c'était dans... Voilà, c'est pour ça. Le point de vue aussi. Oui. J'ai aussi une question par rapport à l'interculturalité dont vous avez parlé, dans le sens où moi, je suis française, par contre mes parents sont congolais, j'ai des grands-parents qui sont congolais et qui, à l'époque de la communication, donc, ont été élevés entre les deux, mais par contre, on n'a pas du tout la même approche dans la famille, dans le sens où la famille ne se limite pas du père à la mère, au grand-père et à la grand-mère. Toute personne en fait proche de la famille peut très vite devenir un grand-père, une grand-mère selon leur âge, ou des tatas et des tontons. Alors par rapport à ça, ma question que j'avais, c'est comment vous pouvez, quelles sont les choses que vous mettez en place pour aider justement les grands-parents qui sont d'origine française, puisqu'on n'a pas du tout le même système familial, et qui se retrouvent du coup avec les enfants, comme on dit, Erasmus, et face à une autre culture qui peut être comme la mienne, enfin comme une partie de la mienne. C'est-à-dire où ils vont se retrouver, les grands-parents vont se retrouver dans un système familial où les tatas peuvent être génétiques, ou pas du tout,
ou les grands-parents peuvent être génétiques ou pas du tout. Ce que je peux comprendre, c'est qu'on soit perdu par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place en fait pour aider ces personnes-là? C'est vrai qu'on tient compte de ça. Bon, nous sommes une association qui est quand même assez récente. Alors, si vous voulez, sur Bordeaux, bon, on n'a pas forcément complètement développé cet axe. Mais l'école des grands-parents au niveau national a déjà fait ce genre de travail. Par exemple, en octobre 2013, il y avait eu un colloque qui avait été organisé et qui parlait effectivement de cette question, avait abordé cette question. Et ce que moi j'avais retenu, ce que disait le conférencier, c'était qu'on s'enrichit de la différence et qu'il faut accepter la différence. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est les grands-parents que nous sommes, qui n'avons pas, moi ma famille, je n'ai pas, enfin j'ai des neveux suédois, j'ai une belle-sœur suédoise. Bon. Mais en dehors de ça, enfin, j'ai une nièce qui était franco-grecque, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais on a dans l'association des amis qui ont, sur 2 mariages, ils ont 5 enfants. Les 2 premiers se sont mariés, l'un avec une coréenne et l'autre avec un africain. Bon, eh bien, ces grands-parents-là, effectivement, ils s'ouvrent à une autre culture. Je crois que ce qui est important, c'est pas tellement les formations qu'on pourrait mettre en place que l'esprit dans lequel, mais je crois que l'esprit dans lequel on aborde cette nouveauté, cette étrangeté, parce que c'est vrai que mon beau-père qui entendait parler suédois, ça lui plaisait pas vraiment, non, mais c'était il y a 40 ans. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les grands-parents ont davantage l'habitude, savent qu'ils peuvent s'attendre à cette situation-là aussi. Donc je crois que ce qui est important, c'est de se dire, voilà, c'est différent, je comprends pas tout, mais j'accepte de rentrer, enfin, d'aller au-delà de cette première incompréhension et de m'ouvrir aux richesses de cette différence, parce que je crois qu'il y a des richesses. Voilà. Je vais ajouter quand même quelque chose, c'est que en fait on n'est pas allé encore jusqu'en Afrique, mais on a fait quand même des petites conférences sur des pays européens, notamment l'Allemagne, comment les grands-parents sont perçus en Allemagne. On a fait l'Italie, on a fait l'Espagne, l'Angleterre, le Maroc. Donc on commence, on a sauté là, hein, au Maroc. Donc on arrivera peut-être jusque là. Voilà. Pour un peu montrer comment étaient perçus les grands-parents dans ces différents pays. Voilà, bon, c'est vrai qu'on est resté un peu en Europe, mais enfin on a déjà été au Maroc. Donc voilà, donc vous voyez, c'est quand même, on a un peu... Hein, et on est allé au Pérou aussi, c'est vrai, j'avais oublié. On est allé jusqu'au Pérou, donc ça c'était loin quand même. Hein. Donc voilà. Oui, monsieur. Oui, moi je voulais savoir sur les familles recomposées, comment ça se passe. C'est difficile quand un enfant vous dit papy, alors que c'est pas son papy, puis c'est une famille recomposée, ça devient difficile, mais l'enfant le prend bien, il se pose pas toutes ces questions. Je lui dis c'est mon papy, même si c'est pas généalogique mon papy, ça l'est, il me plaît, il est sympa, ça devient mon papy. Ça doit pas poser de problème, mais ça a l'air, bon, oui, généalogique, non, c'est pas vraiment ton papy, c'est un papy, mais bon, mais lui, il se pose pas toutes ces questions. Nous, les adultes, on se les pose, mais lui, il se les pose pas. C'est simple, c'est mon papy, point final. Deuxième question que j'aimerais vous poser, sur l'autorité parentale. Aujourd'hui, il y a des conflits entre les parents et les enfants. Malheureusement, ça on a du mal à en parler. Aujourd'hui, arrivé à un certain âge, un enfant veut arriver à s'émanciper, à être libre. Je le vois avec ma petite fille qui a 17 ans, où sa maman a d'énormes difficultés avec elle. Elle lui tient tête, elle lui répond. Et moi qui suis derrière le grand-père, j'arrive à maîtriser cela. Et les parents arrivent à un moment donné à être dépassés de ce problème-là. Et puis on a un petit peu enlevé l'autorité parentale des parents pour la mettre un peu plus sur la protection de l'enfant, que je peux comprendre, mais qui fait qu'aujourd'hui, les parents se trouvent désemparés devant cela. Qu'est-ce qu'on peut répondre, vous, en tant que grand-mère? Comment vous voyez cela, vous, éventuellement?